Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté le point de vue utilisateur d'un élément de langage qui a été ajouté à un langage préexistant. Et ce, sans parler de comment cet élément de langage a été ajouté à ce langage préexistant. Eh bien, dans cette vidéo, j'apporte une réponse à cette question en continuant avec le même exemple que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que je vais montrer comment on peut ajouter l'élément de langage machine à état au langage VHDL. Et bien sûr, je vais mettre en évidence les liens entre cet ajout et le comportement de mon logiciel que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, lors de l'utilisation de cet élément de langage pour spécifier la machine à état principale d'une caisse automatique. Cette partie ajout d'un élément de langage se décompose très naturellement en deux parties bien distinctes. Chaque partie fera l'objet d'une vidéo. Cette vidéo ne présentera donc pas l'aspect génération de code de l'ajout d'un élément de langage. Pour commencer, revenons un instant sur la première chose qu'il faut faire pour utiliser l'élément de langage machine à état. Il faut écrire $FSM, valider, ce qui provoque l'insertion d'une highlight de spécification d'une machine à état. Alors, quelles informations faut-il fournir au logiciel pour qu'il puisse faire cela? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, il faut lui fournir la définition de ce qu'est une highlight de spécification d'une machine à état. Or, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, cette highlight est un morceau de texte qui est écrit en un langage très simple, qui ressemble beaucoup à du JSON, qui, je vous le rappelle, est un langage qui permet de décrire les données contenues dans un objet informatique. Dans notre exemple de conception d'une caisse automatique, l'objet informatique que l'on veut décrire est une machine à état. Donc on peut voir ici un attribut nommé état initial, qui doit être de type identifiant, comme nous l'indique ce tooltip. Eh bien, commençons par définir ce type d'highlight en écrivant qu'il doit y avoir un attribut état initial de type identifiant. Pour faire cela, on va bien sûr devoir utiliser un langage informatique, et il se trouve qu'un langage très répandu existe déjà pour faire ce genre de définition. Il s'agit du langage TypeScript. Le TypeScript est un langage qui, comme le JSON, est très utilisé dans le monde du web. Alors en TypeScript, on définit une highlight de machine à état comme cela. On commence par le mot-clé interface. Ensuite, on écrit le nom que l'on veut donner à l'élément de langage que l'on souhaite créer. Donc là j'écris FSM. Et enfin, on définit entre accolades les attributs d'une machine à état. Alors petit détail, en fait je me suis inspiré du TypeScript, donc dans cette vidéo, quand je prononcerai le mot TypeScript, il faudra comprendre que je fais implicitement référence à une variante du TypeScript. Et j'expliciterai certaines différences entre cette variante et le vrai TypeScript. D'ailleurs voici une petite différence. Là j'ai commencé par le mot-clé interface, mais ce mot-clé n'est en fait pas nécessaire, puisque dans la variante du TypeScript à utiliser ici, il n'y a que les interfaces TypeScript qui sont utiles, donc on peut omettre ce mot-clé. Ensuite, comme on veut exprimer qu'une machine à état doit être spécifiée par un attribut état initial de type identifiant, on écrit tout simplement état initial, .id. Je rappelle que id est un type primitif que j'ai ajouté au JSON. Et on termine par .virgule. Pour associer de la documentation à cet attribut, il suffit de faire comme en Java ou en JavaScript, ou d'ailleurs en TypeScript, c'est-à-dire comme cela. Et c'est cette documentation qui est affichée en tant que tooltip de Carcy, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Maintenant, reprenons le graphe représentant la machine à état de notre caisse automatique. Pour l'instant, notre code TypeScript nous permet de définir que l'état initial d'une machine à état. Il reste donc à définir en TypeScript comment on peut décrire un tel graphe en JSON. Alors, au cas où vous ne seriez pas très familiarisé avec le JSON, je vous rappelle qu'avec ce langage, vous pouvez notamment écrire des listes d'objets. Or, on peut voir que ce graphe est constitué d'un certain nombre de flèches, nombre qui peut varier d'une machine à état à l'autre, et que chaque flèche part d'un état, que je vais donc appeler état source de cette flèche, et pointe sur un autre état, que je vais donc appeler état cible de cette flèche. Et donc, on peut décomposer ce graphe comme le montre cette animation. C'est-à-dire que l'on peut décrire ce graphe de machine à état en écrivant une liste d'objets, dont chaque objet a cette forme. Notons donc comme cela que le graphe peut se décrire avec une liste de triplets, état source, condition, état cible. Un triplet étant un type d'objet qui a trois attributs. Petite remarque, si un type d'objet a deux attributs, on parle de doublé. S'il en a 4, on parle de quadruplé. Et dans le cas général où il en aurait n, on parle de n-uplé. À cette notation, on peut rajouter les types des attributs, comme ceci, donc identifiant pour état source et état cible, et chaîne de caractères pour condition.
Mais pour le moment, pour simplifier ce genre d'expression, je ne vais pas mentionner les types des attributs, donc je vais utiliser cette notation-là. Ensuite, si on reprend la liste de notre exemple de machine à état, on peut remarquer que d'un état peut partir plusieurs flèches. Par exemple, de l'état lecture code barre, il part 3 flèches. Une flèche ici, une flèche là, et une flèche là. On pourrait donc factoriser l'expression de ce graphe de machine à état par état source. Alors pour comprendre ce que je veux dire par factoriser par état source, je vais appliquer cette factorisation à cet exemple de graphe de machine à état. La factorisation par état source consiste tout d'abord à regrouper ces triplets par état source. Ce qui donne cela. On retrouve les 8 triplets précédents, et vous pouvez remarquer que dans chaque groupe, on retrouve le même état source. Et ensuite, la factorisation s'applique de la même manière pour chaque groupe, en associant un état source au groupe, comme cela, et ensuite en supprimant les autres états sources, puisqu'ils sont en fait redondants. Et maintenant, en termes de JSON, à quoi avons-nous affaire ici? Eh bien, c'est une liste d'objets, chaque ligne de ce tableau représentant un objet de cette liste. Ensuite, de quoi sont faits chacun de ces 5 objets? Eh bien, ils sont faits de 2 objets, ce sont donc des doublés. Le premier attribut de chacun des doublés est l'identifiant de l'état source, et le second attribut est une liste d'objets. Et donc, même question, de quoi sont faits chacun de ces objets de cette liste? Eh bien, ces objets sont des doublés condition état cible. Et à la conclusion de cette transformation de description, on est parti d'un type liste de triplets état source condition état cible, que je notais ici, et on l'a factorisé par état source. Ce qui donne cette nouvelle façon de décrire un graphe de machine à état, donc une liste de doublés, état source, liste de doublés, condition, état cible. Alors, ce type de liste représente une autre manière de décrire le graphe, mais si je vous montre cette manière, ce n'est pas juste pour vous montrer qu'il existe plusieurs manières de décrire ce même graphe. D'ailleurs, j'aurais pu factoriser non pas par état source, mais par état cible, et il existe encore d'autres manières. En fait, je vous ai montré celle-là, car il me semble que cette manière est la plus adaptée à notre besoin, qui, je vous le rappelle, est celui de décrire ce graphe dans un contexte de conception de machine à état. C'est-à-dire dans un contexte où l'on raconte un scénario d'utilisation, ce qui consiste à partir d'un état et à se demander quels événements pourraient survenir, et dans quels états doit passer la machine lorsque chaque événement survient. Donc, de manière générale, il me semble bien naturel de choisir cette façon de décrire une machine à état. Maintenant, pour passer à la suite, imaginons qu'une étude scientifique d'ordre ergonomique valide ma conjecture, et alors attachons-nous à écrire ce type de liste sous la forme d'un attribut dans le code TypeScript que j'ai commencé à écrire. Pour cela, commençons par simplifier l'expression de ce type. Donc pour cela, nous allons donner un nom à ce doublet, le nom transition, et on va bien sûr remplacer ce doublet par son nom. Ensuite, définissons ce type dans le code TypeScript, ce qui donne cela. Donc on peut voir que j'ai rajouté les types. Alors ça, je viens de le traiter en TypeScript, donc je le supprime. Et ensuite, remarquons que ce type est de la forme liste de doublés identifiant x, où x peut être n'importe quoi. Donc ça, c'est une liste à éléments nommés de x. Et donc, en appliquant cette notation à notre type là, on obtient cette notation. Ensuite, dans un premier temps, faisons comme si cette liste à éléments nommés n'était qu'une simple liste. C'est-à-dire que je peux supprimer ça. Et donc, on obtient cette expression de type. Ensuite, écrivons ce type en TypeScript en tant qu'attribut du type machine à état. Pour cela, il faut connaître la notation servant à exprimer le type liste de quelque chose en TypeScript. Eh bien, en TypeScript, c'est la même notation que pour les tableaux dans un grand nombre de langages, comme le C, C++, Java et encore bien d'autres. Et donc, par exemple, si vous voulez écrire le type liste de transition ici, eh bien, vous allez devoir écrire cela, donc transition, crochet ouvrant, crochet fermant. Et maintenant, bien sûr, si vous voulez écrire non pas liste de transition, mais liste de transition, eh bien, il suffit de rajouter crochet à la suite. Crochet ouvrant, crochet fermant à la suite. Et donc, je vais pouvoir rajouter l'attribut manquant à notre type machine à état,
en rajoutant un attribut de ce type que je vais nommer état. Et maintenant, rappelons-nous qu'il ne s'agissait pas simplement d'une liste, mais d'une liste à éléments nommés, de liste de transition. Et on peut tenir compte de cela dans ma variante du TypeScript en indiquant le mot-clé uniqueID en tant que propriété de cette liste. Et donc, j'écris uniqueID ici. Et alors, quelles conséquences l'ajout de ce mot-clé a sur l'utilisation de l'élément de langage dans le CARSI? Eh bien, lorsque j'écris une eyelet d'une FSM, comme cela, comme le mot-clé uniqueID spécifie que cette liste-là est une liste à éléments nommés, eh bien, CARSI a rajouté les deux points, ici, ou encore, si je rajoute un élément, ok, ça rajoute deux points, cela afin d'inviter l'utilisateur à saisir l'identifiant de l'état source. Et par ailleurs, ce mot-clé va provoquer une vérification de l'unicité des identifiants d'une machine à état. C'est-à-dire qu'il y aura un message d'erreur si vous mettez le même identifiant pour plusieurs états différents, comme ici. Donc, si je sauvegarde, voilà, par exemple, ce message nous dit que les éléments de cette liste doivent avoir des identifiants distincts. Mais ce n'est pas tout ce que ce mot-clé uniqueID permet de faire. Par exemple, par définition de ce qu'est une machine à état, ça n'aurait aucun sens ici d'écrire en tant qu'identifiant d'état initial un identifiant qui ne serait pas l'identifiant d'un des états de cette liste d'états. Et bien cela peut se traduire dans la définition d'une FSM en TypeScript en écrivant, grâce au mot-clé uniqueID ici, inEtat sur l'identifiant de état initial, pour spécifier qu'un état initial doit être dans l'ensemble des états. Ensuite, on a bien envie d'établir la même restriction sur les valeurs possibles de état cible, puisque là aussi, ça n'aurait aucun sens qu'un état cible ne soit pas un état de la machine à état. Donc, on aurait envie d'écrire ici inEtat comme pour état initial. Sauf que là, on va imaginer que le concept de transition n'est pas seulement utile ici pour définir ce qu'est une FSM, mais qu'il est aussi utile pour définir un tout autre type, disons ce type-là, dans un autre fichier. Et bien vous voyez que ça n'aurait aucun sens d'écrire inEtat ici, puisque dans ce cas d'utilisation, état ne fait référence à rien en fait. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas en mettant inEtat ici, au niveau de la définition de transition, qu'on va spécifier que état cible fait partie des états de la FSM. Non, en fait, il faut écrire ici état cible inEtat dans la définition de FSM. Alors pourquoi comme ça marche? Eh bien je vous rappelle que ça, c'est l'expression du type liste de transition. Et donc en rajoutant ça, on va dire que un attribut état cible d'un élément de cette liste, donc du type transition, donc ça correspond bien à ça, doit être parmi les états. Et maintenant, imaginons que transition n'a pas été définie aussi simplement, mais disons qu'il a été défini de cette manière. Je vais remplacer état cible ID par un objet intermédiaire, et c'est cet objet intermédiaire qui va contenir état cible. Et bien maintenant, pour faire référence à cet état cible, ici, et bien il faudra rajouter ça, point. Et donc, ce qui est à gauche du mot-clé in, ici, doit être un chemin vers un type identifiant. Enfin, voici un dernier élément de langage qui intervient dans cette création d'éléments de langage. Celui-ci concerne aussi l'insertion d'une eyelet. Par exemple, lorsqu'on insère l'eyelet d'une FSM, comme cela, on voit que l'eyelet contient déjà deux états vides. Pour faire cela, ici, on va spécifier qu'il y a minimum deux états dans une machine à état, et donc, on va écrire cela, min 2.2. Bon, et bien côté TypeScript, on a à peu près fait le tour de ce qui peut être fait pour l'instant pour définir un type d'eyelet. Je dis pour l'instant car cela pourrait bien sûr évoluer à l'avenir. Je vous rappelle que la présentation de l'ajout d'un élément de langage à un langage préexistant est faite en deux vidéos. Cette vidéo a présenté l'aspect définition d'eyelet, qui correspond notamment à l'aspect interface homme-machine dans le CARSI, et vous trouverez donc dans la prochaine vidéo l'aspect génération de code. Comme toujours, vos interrogations, remarques et idées sont évidemment les bienvenues dans la partie commentaires de la vidéo. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne réflexion sur ce que pourrait apporter ce logiciel.